l'intervention de Patrick Barbier, maire de Muttersholt. Bonjour à tous, c'est bien, on voyage, là on va faire la grande diagonale du sud-ouest vers le nord-est, donc je vous emmène dans la plaine d'Alsace, la plaine du Rhin. L'échelle départementale est quand même présente, puisqu'on est dans le cadre d'un DESI sur les activités nautiques, sur le canoë-kayak. Alors personnellement, je suis le maire d'une des communes concernées par ce projet global, la commune de Muttersholt, qui est située ici, au sud du département, en plein milieu de la plaine d'Alsace. Le contexte plaine d'Alsace, c'est Maïsland, j'ai tendance à dire. Culture intensive partout, avec des éléments de trame verte qui persistent, qui sont surtout autour de la trame bleue et des rivières. Donc, projet de... Alors, je voulais juste aussi citer Pascal Zener qui m'a aidé, qui est la chef de projet activité de pleine nature, sport de pleine nature au département du Bas-Rhin, qui m'a aidé à faire cette présentation et qui travaille à la mise en place de ce PSDESI. C'est un PSDESI, alors j'ai appris ce matin que ce n'était pas obligatoire de consulter les conseils municipaux, mais là, en l'occurrence, le choix a été fait par la commission départementale de consulter tous les conseils municipaux. C'est une trentaine de communes, on n'est pas tout à fait au bout, mais c'est en très bonne voie, sans grande difficulté. La rivière est une rivière domaniale, aujourd'hui prise en compte par la région. C'est la région qui gère le bras principal et les différents bras. Donc le PSDESI concerne l'itinéraire lui-même, bien entendu, mais également les points de continuité nautique, débarquement, embarquement, les mises à l'eau, un certain nombre de projets d'aires de bivouac, des cheminements entre la rivière et les stationnements possibles. Alors la commune elle-même, c'est une commune qui est un peu atypique dans le Maïsland, puisque c'est une espèce d'oasis verte. Vous le verrez sur les photos tout à l'heure, c'est un des rares endroits où la plaine alluviale a été préservée, avec notamment des grandes prairies alluviales, et donc avec des enjeux environnementaux forts. On est entièrement en zone Natura 2000, à la fois directive oiseaux et directive habitat. Donc sur la commune, il y a deux installations de continuité qui ont été repérées sur un barrage, une installation de type mise à l'eau, un projet de bivouac, un accès entre la mise à l'eau et l'arrêt de bus et le parking, et deux stationnements. Donc on a délibéré en novembre 2014 sans difficulté. L'appropriation était déjà faite au niveau du conseil municipal. La plupart j'avoue que j'emmène assez régulièrement le conseil municipal en canoë, donc il n'y a pas eu de problème pour convaincre tout le monde. Alors, au-delà de ce qui peut apparaître comme une situation assez facile, il y a bien sûr l'objectif de sécurisation. Ce qui aujourd'hui marche bien n'est pas assuré à tout jamais. Et donc l'inscription dans un PLU paraît une option intéressante. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la commune, on va au-delà, et ça va être mon propos, c'est de montrer que l'inscription dans un document d'urbanisme, les différents intervenants ce matin l'ont bien dit, ne règle de loin pas tout, notamment dans ce qui est une activité dynamique avec des comportements divers et variés. La commune adhère à une brigade verte, c'est un syndicat intercommunal de garde champêtre, qui est basé essentiellement. On est la seule commune de notre département, la première à avoir adhéré à ce syndicat intercommunal du département voisin, le Haut-Rhin. Et on a un centre d'initiation à la nature, une maison de la nature. Voilà quelques images pour illustrer. Vous avez le bras principal au milieu, vous apercevez le barrage. L'ensemble des éléments de trame verte souligne la trame bleue. C'est plein de bras, vous allez le voir là avec des photos aériennes.
On a donc toute la partie ouest de la commune qui est en lit majeur de l'île. En temps normal, je vous aurais dit c'est sous l'eau en hiver. Je peux vous dire que ce matin, enfin hier soir, c'était encore sous l'eau quand je suis parti. Bon, la météo y est pour pas mal, évidemment. Vous avez une petite idée du réseau de rivières. Tout n'est pas navigable. Sauf en ce moment, évidemment. En ce moment, tout est navigable. Je reviendrai sur une notion qui me paraît évidente, et quelque part, c'est aussi l'objectif de l'urbanisme, c'est le partage du territoire. Et je pense que les sports de pleine nature ont à avoir conscience, et je sais que c'est le cas, je suis moi-même pratiquant, on doit avoir absolument confiance qu'on a à partager un territoire avec d'autres activités et d'autres humains. Voilà encore quelques images de la plaine alluviale. Vous voyez que la randonnée nautique se décline aussi sous forme traditionnelle en barque à fond plat pour les moins sportifs et les moins aventuriers. Et vous avez une petite image de la maison de la nature derrière les ballots de foin. Alors, une des choses qui est à concilier avec la randonnée nautique, c'est la production d'hydroélectricité. On a un projet. Vous voyez, les images que vous voyez, c'est une ancienne centrale micro-centrale hydroélectrique qui est encore aujourd'hui arrêtée depuis 1964, et on est en train de la remettre en fonction, d'où bien sûr la nécessité aussi de conciliation avec la randonnée nautique. Alors, sur le PLU, l'élaboration du PLU qui est actuellement en cours, donc on révise notre POS, c'est l'occasion de prendre la dimension sport de pleine nature dans le document d'urbanisme. Dès la prescription, ça a été bien indiqué dans les objectifs, dans le rapport de présentation aussi. Dans le PADD, les sports de pleine nature intègrent l'orientation, valorisation touristique et de loisirs. Et bien sûr, là, on est en train de travailler sur le règlement, ce qui va permettre de bien assurer les divers aménagements existants ou à venir. Alors, je remercie les organisateurs. Je crois qu'il faut que vous soyez tous conscients que même pour un maire qui accorde de l'importance à ce sujet, j'avoue que j'ai failli oublier cette dimension, parce que vous imaginez bien que ça vous a été présenté ce matin dans une commune de manière générale et dans un plan d'urbanisme. Il y a plein de dimensions à prendre en compte. Donc celle-là n'est pas forcément la plus évidente, même quand il y a des enjeux évidents comme chez nous. Et j'avoue que ce matin, j'ai appris beaucoup de choses. Ça va me permettre aussi de l'intégrer avec mes collaborateurs à la réflexion. Donc l'engagement sur le terrain, l'engagement fort du Conseil qui incite donc les techniciens qui nous accompagnent à organiser en adéquation. Donc il y a ceux qui nous accompagnent, c'est bien sûr un bureau d'études, un assistant maître d'ouvrage, c'est une agence départementale d'ingénierie publique, et l'ensemble des personnes publiques associées. Les questions qui restent à résoudre, c'est la question des parkings, la question des accès à l'eau et un projet d'aire de bivouac peut-être plus compliqué que prévu, parce que vous savez tous qu'on les communes là sont, notamment dans les zones alluviales, on est maintenant impacté par des plans de prévention risque d'inondation. Je crois que c'est une des choses dont on n'a pas parlé ce matin. Je peux vous dire que quand on est près des cours d'eau, c'est aujourd'hui la préoccupation principale des maires, parce que l'administration, l'État raisonne en effacement de digues. Vous avez vu là, la zone inondable, le village lui-même est protégé par une digue. Sauf qu'on raisonne maintenant en effacement de digues, c'est-à-dire qu'il faut faire... Enfin, en gros, l'administration considère qu'une digue, soit elle a déjà pété, soit elle pètera, et donc il faut tout organiser en conséquence, ce qui n'est pas simple. Donc une aire de bivouac au bord de la rivière, je crains que ça devienne un peu plus compliqué que prévu. Voilà, on vous a déjà parlé des servitudes de marchepied. On est sur une rivière domaniale, donc c'est le cas, mais c'est franchement de la théorie. Dans les faits, elles sont pas respectées, et personne ne les fait respecter.
Le lien avec les autres équipements, bien sûr, maison de la nature, camping, hydroélectricité, j'en ai parlé. Les liens avec les autres pratiques, notamment agricoles, ça me paraît fondamental. J'ai bien aimé le collègue précédent qui disait que la première chose, c'est de trouver des consensus avec les propriétaires riverains ou avec les agriculteurs. Je pense aussi aux pêcheurs qui sont assez présents sur les rivières. Voilà, j'accélère un tout petit peu pour vous parler de ce qui me paraît être les enjeux du futur pour les activités de pleine nature. Je pense que ce que je vous dis est valable de manière un peu générale, alors c'est valable plus particulièrement chez nous, c'est le PLU inscrit dans la durée. Surtout parce que c'est un projet politique, hein. Un PADD, c'est un des rares moments dans une commune où on discute vraiment du fond. On discute de qu'est-ce qu'on veut que notre territoire soit dans les 20 prochaines années. Et là, vous avez une vraie discussion de fond auquel vous pouvez associer la population. On l'a fait et c'est un moment qui me paraît important. Mais c'est clair que ça ne règle et ça ne fixe pas tout. L'enjeu de la diversité, par conséquent du partage et de l'organisation du territoire, nécessite tout un travail sur le vivre ensemble. Et j'insiste sur une notion qui me paraît importante, c'est sur le faire ensemble. En tant que pratiquant des sports de pleine nature, je crois qu'on se doit de participer à la protection des milieux qu'on aime, nous aussi. Ça nous rend d'autant plus légitimes dans les pratiques. Le club de canoë dont je suis à l'origine, qui est aussi à l'origine de ces itinéraires nautiques, nettoie depuis plus de 30 ans, 2 à 3 fois la rivière, avec tous les jeunes qui nettoient la rivière régulièrement, qui participent à des chantiers de replantation de ripisylves, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a une légitimité aujourd'hui aux yeux de tous les autres acteurs. J'ai noté aussi le diable est dans les détails, hein. Nos concitoyens, je ne sais pas si c'est français, je pense que c'est un peu ça, ont tendance à retenir les mauvais côtés. Donc quand vous avez 9 pratiquants sur 10 qui sont impeccables dans leur pratique, il en suffit d'un pour vous bousiller tout le travail. Donc d'où l'intérêt, c'est l'enjeu éducatif que je cite un peu plus loin, de travailler fortement sur les pratiquants. Alors je sais que c'est le cas et aujourd'hui, je prêche qu'à des convaincus. Le problème, c'est les pratiques de plus en plus individualistes de nos sports. L'enjeu de la maîtrise foncière. Certes, c'est important que les enjeux soient inscrits dans le PLU. C'est franchement encore mieux quand on est propriétaire public. En Alsace, on a la chance d'avoir eu les églises qui étaient propriétaires, et donc à la Révolution, on a récupéré beaucoup de terrain, donc on a une certaine maîtrise foncière. Ça ne suffit pas non plus, il y a ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. Quand vous avez un agriculteur qui a un bail agricole sur un terrain communal, vous n'avez pas la maîtrise d'usage, hein. Il faut aussi négocier avec l'agriculteur, ce qui paraît assez évident. Alors, l'enjeu éducatif et environnemental, je pense qu'on l'a déjà abordé. Enjeu environnemental fort, hein, je vous l'ai dit, dans nos milieux, les sports de nature doivent s'y adapter. Et je suis persuadé que les contraintes environnementales sont à prendre de manière positive pour nous parce qu'elles protègent nos milieux. Très souvent, elles n'empêchent pas la pratique maîtrisée et raisonnée. Alors, l'enjeu de la surveillance, imaginez juste 30 secondes le code de la route sans gendarmerie et police en charge de nous surveiller, nous autres automobilistes, hein. La nature, je pense que c'est un peu le cas de figure actuel, hein. Il n'y a aucune surveillance possible. Nous, par exemple, on a des panneaux d'explication, on a des panneaux réglementaires qui essayent de donner un peu le cadre je parle pas des randonneurs nautiques, là, je parle plutôt des autres types de randonnées qui ont tendance à aller pas mal sur les prairies. Vous avez vu, on a des grandes prairies très attractives. L'affichage ne sert pas à grand chose, hein. C'est considéré comme de la décoration, quoi. Alors depuis maintenant 1 an et demi, on a adhéré à la brigade verte intercommunale et donc on a des gardes champêtres intercommunaux. Là vous les voyez
à cheval sur cette photo. Les chevaux, c'est pour le prestige, hein. Ils ont aussi des 4x4, ils ont aussi des motos pour être efficaces. Je peux vous dire qu'on a, en 1 an et demi, réglé à peu près 80% des problèmes sans mettre un seul PV, hein. Ça y est, ça fait maintenant 6 mois qu'on commence à mettre des PV pour les récalcitrants irréductibles, mais la prévention, la seule présence de l'uniforme règle déjà énormément de problématiques, et tout le monde en profite. Les premiers à profiter d'un usage raisonné et raisonnable, c'est les pratiquants des sports de pleine nature. Alors je voudrais terminer pour faire un petit lien avec l'intervention suivante. J'aimerais vous montrer ce qu'on fait dans notre commune sur la trame verte et bleue. Alors vous avez les photos précédentes, c'était la partie ouest, c'est la zone inondable, classée Natura 2000, en très bon état écologique. La partie est, c'est Maïsland, hein. Donc vous voyez les grands champs de maïs à l'automne. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de restaurer petit à petit une trame verte. Et vous voyez un couloir, un corridor vert. Je vais même essayer de... Je sais pas, je suis pas sûr que ça va marcher. On va faire un essai. Voilà. Là, vous l'avez en... Ah bah non. Oui, on avait dit qu'on essayerait, mais ça ne marche pas. Et bon, c'est pas grave, vous l'avez en photo, j'aurais pu vous le montrer en vidéo, mais c'est à peu près pareil. Donc, ça, à mon avis, c'est un enjeu pour les sports de pleine nature aussi. C'est un enjeu, bien sûr, pour le paysage et la biodiversité. Mais franchement, se balader à cheval, à vélo ou à pied entre 2 rangées de maïs, ça a un intérêt très limité. Là, en réalisant ces corridors qui relient d'ailleurs des massifs forestiers, alors c'est pour la biodiversité, bien sûr, la raison principale, mais ça permet aussi des itinéraires équestres, cyclistes et pédestres tout à fait intéressants. On l'a réalisé dans le cadre du remembrement agricole. Les terrains en vert que vous voyez, c'est des terrains communaux, dont on a la maîtrise d'usage, on ne les loue pas aux agriculteurs. On fait des conventions de gestion, ils coupent l'herbe, l'herbe est coupée quand même régulièrement, avec un cahier de charge bien précis, et ça évite toute discussion sur l'usage de ces zones, et ça permet donc aussi de recréer, à terme, même en plaine d'Alsace, on pourrait recréer des itinéraires de randonnée intéressants. Aujourd'hui, la randonnée pédestre et cycliste en plaine d'Alsace, elle est surtout dans les Vosges, parce que la plaine est devenue un peu impropre à la promenade, mais avec ça, avec des projets de ce type-là, c'est aussi un enjeu positif pour les sports de pleine nature. Voilà. Merci. Merci de cette présentation à l'échelle communale. Moi, j'ai une question mais qui s'adresse peut-être à vous en tant que maire, mais aussi à d'autres interlocuteurs, sur la mise en place de la servitude de halage, où effectivement on a un texte, on a une servitude. Quelle est la difficulté de point de blocage? Qu'est-ce qui empêcherait la commune finalement d'essayer de la faire appliquer? Et puis au-delà de ça, peut-être avoir une précision de la part soit des juristes, soit des représentants des ministères sur je sais on a parlé de la servitude littorale ce matin, que certaines servitudes sont de droit, d'autres sont soumises plutôt à la mise en place d'une procédure. Enfin voilà, juste un petit éclairage là-dessus, ça m'intéresse. J'espère que ça vous intéresse aussi. Je ne suis pas juriste, je sais qu'il y a des juristes qui connaissent bien le sujet, mais moi je dis que dans la pratique, ce n'est pas appliqué. C'est peut-être applicable, mais ça veut dire qu'il va falloir se fâcher avec un certain nombre de personnes. Donc c'est pas la servitude de halage, hein, parce que là c'est pas un canal anciennement de halage, mais de marchepied, hein, les 3 mètres 25. Moi il me semble que ça sert surtout en cas de travaux. En cas de travaux, l'administration, en l'occurrence régionale, là, qui gère le cours d'eau, peut exiger l'accès. Mais dans le passage des zones urbanisées, les maisons, même traditionnellement, j'ai des maisons qui ont le mur quasiment sur la berge, donc les 3,25 mètres, je ne sais même pas comment il faudrait démonter la maison, quoi, hein. Voilà, alors dans la partie rurale,
On a la chance c'est une zone prairiale, la prairie de Fauche, donc avec très très peu de pâturage, donc il n'y a pas de clôture. Hein, donc le passage est possible. En l'occurrence, ce que j'ai lu ce matin, que sur la servitude de marchepied, on n'a pas le droit de planter des arbres. En l'occurrence, là, sur cette rivière, il y a des milliers d'arbres, mais bon, ça veut dire que l'administration a le droit de les couper en cas de nécessité d'accès. Mais de là à mettre un sentier de randonnée en bordure de cours d'eau, je sais que le Club Vosgien avait déjà travaillé là-dessus. La servitude de marchepied, ça ne suffit pas hein, pour mettre un sentier, quoi. Il faut négocier quand même avec les propriétaires. D'accord. Oui. Donc on voit bien que dans les petites communes, les maires, effectivement, ils ne sont pas vraiment en position de faire valoir certains droits, pour ne pas se fâcher, comme ça a été expliqué avec les administrés. C'est une question, hein, existe-t-il d'autres moyens de faire porter, entre guillemets, le mauvais rôle à une autre personne que le maire? Je pense notamment... pour le département, enfin sur des projets qui concernent plusieurs, comme un itinéraire par exemple qui traverse plusieurs communes, quand un maire peut pas faire vraiment valoir son droit, ça coince et ça a des répercussions sur d'autres communes aussi. Et du coup, est-ce que le département, à travers la DESI, tout ça, peut porter le mauvais rôle entre guillemets, le département ou autre? C'est une question de Bolossien, évidemment. Il y a des départements dans la salle, si vous voulez vous exprimer. Je sais. On est ouais. C'est une façon de rendre plus anonyme la prise de décision et moins mettre en... Je peux quand même, a priori, les fonctions régaliennes, hein, donc l'application des lois et des règlements, c'est l'État, hein, me semble-t-il, quoi. Voilà. Pour ce qui est, vous l'avez vu, pour ce qui est des règlements loi de la nature, bah, c'est quand même les maires qui sont en première ligne. Le faire nous-mêmes, je peux vous dire que c'est pas qu'on veuille pas le faire, mais ça sert à rien. On n'a pas d'uniforme, on n'a pas de carnet à souche. Voilà. Bon, donc quand on arrive à s'adjoindre c'est payant, hein, les gardes champêtres intercommunaux, pour ma commune, c'est 13 000 € par an, mais on le fait très volontiers parce que c'est très efficace et que ça nous rend le vivre ensemble plus facile. Sur des questions de servitude, hein, dont on vient de parler, sauf exception, bien sûr, mais le collègue tout à l'heure l'a dit, c'est quand même la négociation, c'est quand même la recherche du consensus qui est le bon moyen, sachant que les communes, on a des moyens de négociation. C'est-à-dire, si vous n'avez pas affaire à un abruti, ils sont rares quand même, vous avez affaire à des gens qui savent que la commune peut faire des échanges, par exemple, hein, sur des acquisitions foncières. Là, vous avez vu le projet de remise en service de la centrale hydroélectrique. En fait, les turbines, on va les mettre au barrage parce que c'est aujourd'hui plus efficace. On devait acquérir un terrain. On a réussi à échanger avec un agriculteur surface pour surface. Donc, s'il y a réellement des coinçages, il y a toujours des moyens de négociation, ou la plupart du temps. Laure Lebellec, service sport, département de la Drôme. Donc, pour répondre à cette question par rapport à nous, au sein de l'ACDESI, on a des sous-commissions donc localisées pour certaines thématiques. Donc là, j'en ai deux en tête où on s'est clairement positionné en rôle de médiateur au titre de l'ACDESI. Non sans mal, parce qu'effectivement, on a affaire à deux cas où il y a des propriétaires vraiment réfractaires et les négociations entre la commune et le propriétaire en question sont clairement très compliquées et localement ça se comprend parce qu'il y a d'autres enjeux avec d'autres problématiques ailleurs qui arrivent toujours dans la discussion, même si on se déplace service sport pour le problème en question, c'est-à-dire l'exemple des 40 lacets, hein, ou un autre exemple avec un propriétaire agriculteur qui veut plus le passage des cavaliers sur ses terres. Enfin, sur ses terres, non, c'est même pas ses terres, c'est encore plus complexe que ça.
Donc nous, on se positionne en tant que médiateur jusqu'au moment où il y a un vrai conflit et auquel cas on ne peut pas prendre non plus position. Enfin, c'est après les services juridiques ou voilà, d'autres personnes qui prennent le relais. Par contre, dans l'échange, on peut organiser des rencontres, essayer au mieux de donner toutes les billes au niveau législation réglementaire. Donc on apporte vraiment un soutien dans certaines limites. Et encore une fois, quand on atteint les limites, c'est la réponse là qu'on a donnée. Donc, pour ceux qui connaissent la Drôme, donc le cas de Gigord et Lauzeron, là en ce moment, on est un petit peu au bout de la négociation, à se dire, soit on part en préjudice, en conflit, et auquel cas, c'est des services juridiques qui prendront le relais, soit on arrive à trouver un consensus, et c'est le meilleur cas de médiation qu'on puisse arriver à une entente, mais malheureusement, je crains que dans les 40 lacets, comme pour le cas de Gigord, là, on soit obligé d'aller plus loin, et auquel cas, nous, Service Sport, on n'aura plus notre rôle de médiateur, on va se retirer, ou on sera toujours présent, mais sous une autre forme, pour finaliser le dossier, tenter de finaliser. Voilà. Oui, je voulais revenir sur cette question des servitudes. Les servitudes, c'est un monde en soi. Au début des années 60, il y a des auteurs qui ont essayé de recenser les servitudes parce qu'on ne savait pas combien il y avait de servitudes. D'autre part, il n'existe aucune définition, aucun régime général des servitudes. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement compliqué à utiliser, mais dans le même temps, c'est une véritable mine, les servitudes. Je voudrais en donner un seul exemple, la servitude littorale, dont on parlait tout à l'heure, qui permet donc de passer, vous le savez tous, au bord de la mer. Elle a été faite, paraît-il, en tous les cas, elle a été confirmée par l'ordonnance de Colbert, donc vous voyez, c'est pas hier, hein. Elle a été confirmée pour des raisons évidemment militaires, essentiellement pour des raisons de sécurité. On est allé la ressortir de la naphtaline des dizaines d'années d'après, et on a fini par l'appliquer. Vous connaissez tous le problème de Brigitte Bardot et de la presqu'île de Saint-Tropez. On est même passé chez Brigitte Bardot, hein. Donc c'est une question de volonté, et pour l'essentiel, les servitudes relèvent de la compétence de l'État. D'autre part, lorsqu'il y a des difficultés entre deux, je veux dire que lorsqu'il y a deux communes en cause, le préfet a un pouvoir soit de substitution, soit un pouvoir direct au niveau de cette utilisation. Alors évidemment, je ne suis pas convaincu que les préfets y mettent beaucoup plus d'empressement que les maires, hein, mais en tous les cas, en droit, il est possible que le préfet se substitue au maire pour faire ce genre de choses. Donc vraiment, je voudrais insister sur cette idée. On parlait tout à l'heure des chemins d'exploitation, par exemple en matière d'exploitation agricole. Les chemins d'exploitation sont éternels, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune durée au niveau de la servitude. Donc si on va creuser dans des notions comme ça, je suis persuadé qu'il y a toute une série de possibilités qui sont aujourd'hui inexploitées et qui pourraient être particulièrement intéressantes, notamment dans le code rural. Oui, bonjour, donc Sylvie Villedieu, département de l'Hérault. Je voulais rebondir un peu sur la question précédente et puis sur ce qu'a dit Laure Lebellec. Donc au niveau du département de l'Hérault, on rencontre aussi bien sûr les mêmes problèmes pour la pérennité des sites et l'accès des sites. Je souligne donc l'action particulièrement positive de Monsieur le maire de Butterscholz, c'est ça ? Bravo. Merci. Sur votre implication, parce qu'on peut aussi... voilà, l'implication donc, des élus locaux, elle est vraiment très importante. On a plusieurs cas. Et je pense que c'est plus problématique sur les activités à majorité professionnelle encadrée. Sur le canoë, c'est une question récurrente. Dans l'Hérault, on a un fleuve qui est... La problématique donc, des accès est vraiment, vraiment importante. Et les propriétaires privés l'ont bien comprise. Donc du coup, ils conventionnent directement avec les loueurs. C'est donc, on revient sur l'intervention précédente aussi, où cette question financière est importante. On commence à la voir aussi sur des via ferrata. Donc on a 1 à 2 via ferrata qui sont gérées par des collectivités publiques. Et là, on a des propriétaires qui dénoncent les conventions, qui reviennent en cause parce qu'ils s'adressent directement aux loueurs, enfin aux accompagnateurs, et ils cherchent bien sûr à négocier donc, leur autorisation de passage, chose qu'on ne demande pas au titre de la collectivité publique. Et je souligne aussi le rôle du département dans le sens où on est là en tant qu'aménageur du territoire sur ces problématiques de sport de nature,
Et là, c'est pour tout le monde, c'est pour à la fois les pratiquants, mais quels qu'ils soient, hein, donc professionnels ou pratiquants libres. Et c'est là aussi que c'est important aussi l'implication club, l'implication sociale. Donc on revient aussi à ce que vous disiez. Mais voilà, si on travaille pour des professionnels, on n'est pas toujours, on n'a pas tout à fait la même légitimité que si on travaille pour le grand public et pour les fédérations, enfin, voilà, toute l'activité sportive. Voilà. Donc du coup, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile et on peut être soumis à beaucoup d'aléas. Mais là aussi, l'implication locale, et donc j'ai beaucoup apprécié votre intervention, monsieur le maire, parce que l'implication des élus locaux, elle est vraiment prédominante, vraiment prépondérante. Et si on ne l'a pas, nous, on a essayé de faire une préemption sur un site, pour un site de vol libre, par exemple. Au départ, la décision était favorable, et puis après, les enjeux ont changé, et politiquement, donc du coup, ça a changé, et la préemption n'a pas pu avoir lieu, quoi. Donc, et même, on a des fois des activités qui sont mises en concurrence. Moi, j'ai le cas actuellement d'un maire qui veut fermer l'activité canyonisme pour privilégier l'activité pêche. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on se bat au quotidien. Voilà. Ah oui, alors juste sur votre intervention, bravo. Avoir une équipe municipale comme ça qui s'engage dans un vrai projet de territoire et qui le traduit dans un document d'urbanisme, c'est pas très fréquent. Donc voilà, je voulais juste commencer par ça. Juste sur les servitudes, parce que pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Des servitudes, il y a des servitudes de droit privé. Donc ça peut être des servitudes de passage, voilà, pour organiser le passage d'un propriétaire en arrière de votre parcelle sur votre parcelle. Vous avez des servitudes d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, il va mettre en place des servitudes qui vont grever foncièrement votre parcelle. Après, on a ce qu'on appelle les servitudes d'utilité publique qui affectent l'usage du sol. Celles-ci, elles sont précisément définies par arrêté qui a annexé donc, dans un article réglementaire du Code de l'urbanisme. Et dont font partie la servitude sentier littoral et la servitude de halage. La difficulté, c'est que vous avez des servitudes d'utilité publique qui ne nécessitent pas de mesures réglementaires. C'est le cas des servitudes de halage, de marchepied ou alors le sentier littoral. Et celles-ci, c'est vrai que c'est difficile de les faire appliquer. On n'a pas d'acte réglementaire derrière. Elles existent de droit. Voilà, on a voilà, une surface de 3 mètres par rapport au cours d'eau. Après, on a des servitudes comme le cœur de parc national. C'est une servitude d'utilité publique. Un site inscrit, un site classé, c'est une servitude d'utilité publique. Une réserve naturelle également. Et là, on a un décret en Conseil d'État, donc c'est beaucoup plus facile de les faire appliquer. Après, il y en a beaucoup qui relèvent de l'État, il y en a aussi qui relèvent de gestionnaires voilà, avec des missions de service public, certes, mais comme SNCF Réseau, on a beaucoup de servitudes aux abords en fait, des voies de transport. Donc, il y a vraiment tout. Les plans de prévention des risques, ce sont aussi des servitudes d'utilité publique. Donc, voilà, c'est assez général. Je voulais juste voilà, rappeler les différentes catégories. Merci. Éventuellement une dernière question. Allez. Oui, monsieur le maire, je voulais juste savoir si vous aviez évoqué les problématiques environnement, zone Natura 2000. Est-ce que vous avez envisagé éventuellement la gestion des flux? Parce que, bon, qui dit aménagement dit parfois succès, ça, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais en même temps, ça peut poser des problèmes de pression sur l'environnement. Et voilà, comment vous gérez ça J'ai pas eu le temps d'en parler, mais on a même déjà travaillé sérieusement là-dessus, parce c'est pas des flux forcément massifs, mais c'est des flux réguliers. On est à 3/4 d'heure de Strasbourg. Donc vous imaginez le côté périurbain et les urbains d'ailleurs dans lesquels je m'inclus et tous mes concitoyens, même si on habite dans une zone d'apparence rurale, on est maintenant tous des urbains. Ça veut dire qu'on ne sait plus qu'une prairie c'est un outil professionnel, que c'est l'assiette des vaches. Et donc de temps en temps on va carrément avec la bagnole. Je vous jure, j'ai vu 2 de mes jeunes concitoyens ramasser les pissenlits en bagnole quoi, sur les prairies au mois de mars. J'en suis toujours pas revenu quoi. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai décidé de prendre des brigades vertes. C'est plus possible. Quoi. Donc oui, on a même fait tout un travail avec les 6 communes qui nous entourent. On a appelé ça un plan de gestion de la fréquentation. Alors c'est pas du tout un plan officiel, mais on s'est donné un plan
Déjà concertation avec l'ensemble des usagers, notamment les agriculteurs qui étaient très demandeurs. En l'occurrence, ce sujet-là, le sujet de la fréquentation des milieux, c'est un bon sujet de consensus entre les écologistes et les agriculteurs, parce que là, on est d'accord. Et donc l'idée, c'est de voir comment on ne ferme pas, et on ne veut pas du tout fermer nos milieux, pour toutes les raisons que vous avez devinées. On aime nos espaces et on aime en faire profiter à tout le monde, mais après, dans un certain nombre de conditions et de règles. Donc là, alors, une chose qui est sortie du plan, c'est le fait d'avoir des sentiers. Je ne parle pas du canoë, parce que le canoë, là, il n'y a vraiment pas de souci. Vous avez vu le réseau, il y a tellement de bras que le flux, il se disperse. Ça n'a rien à voir avec l'Ardèche. Et pourtant, en été, ça commence à se compter chez les loueurs. On peut compter jusqu'à 15 000 personnes sur l'été. Mais par contre, le pédestre pose un peu plus de problèmes. Donc ce qu'on a fait, je ne voulais pas commenter, mais vous avez vu des pieds nus à un moment donné. On a fait un sentier sensoriel pieds nus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça a fait fureur en Allemagne. En Allemagne, il y en a dans tous les villages quasiment. On l'a ouvert l'année dernière, 25 000 personnes première année. Bon, il a fait un temps fantastique, là, en ce moment, il n'y a personne, c'est sous l'eau. Mais donc, l'idée, c'est le besoin de nature, il faut y répondre. On en a tous. Moins il y a de nature, plus on en a besoin. Donc il faut absolument proposer des choses agréables, des choses intéressantes, et donc, mais un peu concentrées pour délester les zones un peu plus sensibles. Et ensuite, la gestion des flux, les brigades vertes sont là un peu pour ça. Moi, vous l'avez tous compris, je suis écologiste et notamment sur les aspects biodiversité. Dans ces grandes prairies, on a des oiseaux nicheurs au sol, courlis cendré, râle déjeuner. Sur une période courte, c'est extrêmement sensible. En gros, la fin février jusqu'à la fin mai, là, il ne faut pas rentrer sur les prairies, il ne faut surtout pas laisser courir son chien. Donc ça, c'est un peu difficile à expliquer. Mais si on reste sur le chemin et on tient son chien sur le chemin, le courlis, vous lui passez à 10 mètres, il ne va pas bouger parce qu'il a l'habitude, il a bien dans son imaginaire mental inconscient évidemment, le chemin, le sentier, il est complètement intégré. Donc on gêne que ça passe à vélo, même en voiture, ça ne dérange pas. Mais dès qu'on sort, surtout quand c'est le chien en général qui sort, dès qu'il sort du sentier, alors le courlis s'envole, et évidemment ça arrive 3 fois dans la journée, et le nid est foutu. Donc voilà, je ne crois pas que c'est un problème forcément déjà, ce n'est pas un problème de présence. Une présence bien organisée, bien éduquée, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un problème de nombre non plus, parce que qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y en ait 200, si on reste bien sur les chemins, il n'y a pas de souci majeur. Donc il y a vraiment un enjeu éducatif et je suis éducateur de formation, mais je sais aussi que c'est un peu angélique de dire qu'il n'y a que l'éducation qui joue. Un peu de prévention, je lâche le mot punitive, voilà, on est en France. En Allemagne, ils n'ont pas trop besoin de ça parce que voilà, en Allemagne, un panneau, une réglementation, c'est pas juste là pour la décoration. Chez nous, c'est un peu le cas, quoi. Bien, merci beaucoup pour cette présentation.